Donc, lorsque déjà c'est une tâche répétitive, IA, en fait. Donc, moi, je me concentre principalement sur les tâches qui apportent de la valeur, sur ce que l'IA ne peut pas encore faire, en fait. Comment, par exemple, la compréhension du problème et la forme de la solution. Ça, c'est l'humain, en fait, la forme de la solution que je veux. Mais maintenant, une fois que j'ai la forme de la solution, les éléments conçus de la solution, l'IA le fait. Il le fait parfois mieux que nous. Mais est-ce qu'il y a des moyens de fusionner des logiciels d'intelligence artificielle avec d'autres logiciels, par exemple, type Airbnb, par exemple, sur l'application sur laquelle on échange avec le locataire avant la prise en charge, après et tout. Est-ce qu'on peut confier cette tâche à une application d'IA? J'ai des appartements sur Airbnb, mais je ne veux plus discuter parce que ça me prend du temps. Est-ce que je peux... Un agent conversationnel que tu vas développer. Bon, ça, il faudrait que l'application te donne la possibilité de rajouter tes bouts. Ça s'appelle des bouts. Au-delà du stockage, je peux héberger mes applications dans le cloud. Donc, ça veut dire quoi, héberger mon application dans le cloud? Ça veut dire j'ai fini de développer mon application, mais moi-même, je n'ai pas de serveur où je vais mettre mon application pour qu'il soit accessible. Je vais donc chez Amazon, je dis à Amazon que bon, moi, je n'ai pas de serveur, mais toi, tu as des serveurs, en fait. Est-ce que tu peux me louer un serveur que je vais utiliser pour héberger mon application? Tu me tends la pêche, c'était ma première question. Aujourd'hui, on peut faire... Oui, tu peux faire un site web facilement, vite fait avec WordPress. Il y a des formations là, Udemy 10.0, comment monter un site avec WordPress. Tu te formes là-dessus en, je sais pas, un week-end. Et le lundi d'après, tu fais ton site, un beau site, hein. Mais maintenant, une application web, c'est ça qui demande des compétences. Donc là, chose promise, chose due. Nous sommes aujourd'hui avec Yvon pour la deuxième partie. Donc on n'a pas bougé, on est toujours là. C'est juste que c'est publié la semaine d'après. Et on a tenu à faire une production spéciale sur la partie productivité. Donc comment exploiter, parce que c'est bien beau, l'informatique ça sert, l'informatique ça avance, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et surtout pour ceux qui sont en dehors, donc ceux qui ne sont pas de ce métier-là, comment ils peuvent l'exploiter pour leurs activités quotidiennes, leurs projets quotidiens. On parle du cloud aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Comment moi je l'exploite au quotidien, quoi, pour être efficace et pour être plus productif. Donc on va en parler avec Yvon aujourd'hui. Donc quels sont les outils majeurs aujourd'hui exploitable par une personne lambda dans le domaine de la tech? Bon, sans réfléchir, je parlerai de l'IA déjà. Il faut pouvoir savoir comment utiliser l'IA dans son business, peu importe son secteur d'activité. L'IA a d'un apport vraiment non négligeable. Parce que même si que je sois mécanicien, que je sois, je sais pas, graphiste, que je sois informaticien, moi-même au quotidien aujourd'hui, je me sers de l'IA pour pratiquement, pour quasiment même la plupart de mes tâches répétitives. Donc, lorsque déjà c'est une tâche répétitive, IA, en fait. Donc, moi, je me concentre principalement sur les tâches qui apportent de la valeur, sur ce que l'IA ne peut pas encore faire, en fait. Comment, par exemple, la compréhension du problème et la forme de la solution. Ça, c'est l'humain, en fait, la forme de la solution que je veux. Mais maintenant, une fois que j'ai la forme de la solution, les éléments conçus de la solution, l'IA le fait. Il le fait parfois mieux que nous. Ah bon, parfois mieux que nous? Parfois mieux que nous, hein, c'est la réalité, il faut pas, faut pas se mentir. Parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits, on a comparé en fait une IA spécialisée sur la détection du cancer de la peau avec des analyses, des résultats d'analyse qui provenaient des médecins, et l'IA était plus meilleure que les médecins à 80% des cas, en fait. Donc l'IA parvenait à détecter à faire du vrai dépistage 80% de fois mieux que les médecins qui sont formés là-dessus. Bon, c'est normal, c'est que la machine est entraînée pour ça, elle est spécialisée pour ça. Donc, pour tout ce qui est des tâches répétitives, vraiment, c'est l'IA, il faut pas hésiter. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit un beau test et je veux me rassurer que, par exemple, mon beau test n'a pas de faute, je me sers de l'IA. Pour nous qui sommes sur le digital, qui écrivons, qui faisons la rédaction web et tout, machin, l'IA, c'est un grand apport. Bon, attention, il ne faut pas copier entièrement, mais il faut demander à l'IA juste, il faut s'inspirer, mais pas copier. Donc l'IA, j'ai pensé déjà monter, j'ai architecturé tous mes trucs, je sais ce que je veux dire, j'ai une conviction que je veux transmettre. Je demande juste à l'IA, par exemple, de
d'améliorer le style, de retirer les fautes. Voilà un cas d'utilisation simple. Mais je lui précise de ne pas modifier le fond, en fait. Et ça rejoint les prompts dont on disait tout à l'heure. Bon, pour faire ça, il faut connaître comment rédiger des bons prompts, en fait. Parce que beaucoup de gens savent pas rédiger des bons prompts. Parce que même toi, dans ton domaine, hein, si tu regardes bien là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que l'IA peut t'aider à faire. Parce que si tu fais, par exemple, dans la mécanique, bon, c'est vrai, la mécanique, c'est vaste, il y a d'autres c'est vaste, j'allais dire, il y a d'autres qui seront dans les matériaux, d'autres seront peut-être, je sais pas, dans tout ce qui sera mécatronique et autres là. Il y a beaucoup de questions auxquelles tu te poses sûrement, mais l'IA a déjà la réponse. Juste tu passes sur ChatGPT. Mais est-ce qu'avec l'IA aujourd'hui, déjà il y a cet aspect d'entraînement, parce que l'IA est bien lorsqu'elle a entraîné sur une tâche précise, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de dérives lorsqu'on essaie de sortir des cadres bien définis. Et après, il faut, enfin, je crois qu'il y a une grosse notion de confiance qui est adossée, parce que lorsque tu confies ton texte à l'IA, fais-moi telle modification dessus et produis-moi un résultat en sortie. Il faut avoir confiance en ce résultat-là et ne plus le retoucher derrière parce que sinon tu te retrouves à faire une double tâche. Donc, est-ce que c'est facile de faire confiance à l'IA? Ouais, ça rejoint le prompting, mais après, il faut toujours des gens qui vont suivre. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que la plupart des cas, c'est que les gens, comme je disais, les gens n'ont pas le bon prompt. Tu vois? Si on revient dans l'exemple tout à l'heure, tu as de ton test à dire, mais tu as peur qu'il va modifier l'idée. Bah, ça veut dire que le prompt n'était pas bon. Justement, avant de lui soumettre le test, tu devais lui dire dans le prompt, ne modifie pas le fond, mais touche rien que la forme. Il va pas toucher le fond, il va maintenir le fond, mais il va, par exemple, s'il se rend compte qu'il y a tu as mis des et deux fois sur une phrase, il va remplacer l'un des et par un synonyme. S'il se rend compte, par exemple, qu'il y a des fautes, des accents pas mis, il va mettre, mais il va pas toucher le fond. Il va conserver le fond. Donc, tout c'est une question de prompting. Mais après, maintenant, je serais d'accord que même si le prompt, il est bien pensé, il est bien fait, il faut quand même toujours relire, en fait. On ne peut pas, on peut pas quand même, surtout pour des tests critiques, qui seront lus par des milliers de personnes, ça, il faut faire. D'accord. Et est-ce que l'IA est accessible à tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, on a des abonnements qui sont, il faut payer des abonnements et après, il faut savoir utiliser parce que mettre le bon prompting, c'est pas donné à tout le monde. Donc, est-ce qu'il faut se former à ça? C'est accessible à tout le monde? Qu'est-ce que tu... Bon, il y a des formations qui existent, mais se former, bon, moi, je dirais non, il faut juste apprendre à parler aux gens. Parce que l'IA, c'est ça, c'est notre quotidien, finalement. C'est ça. Donc, parce qu'il y a carrément aujourd'hui, on va arriver à ce niveau bientôt, hein, où l'IA va servir un peu d'agent déstressant, quoi. Donc, tu rentres le soir, là, tu es fatigué, tu n'as personne avec qui échanger, tu es seul, tu commences à parler. Mais ça existe même déjà, si tu parles avec Siri, là. Ouais. Voilà, et autres. Et toi, tu demandes à Siri, est-ce que tu peux me raconter telle histoire, telle blague? Il va te raconter des blagues. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut se former? Bon, si vraiment tu trouves la nécessité, pourquoi pas? Mais pour moi, bon, il faudrait juste tout simplement apprendre à être précis. Donc, quand tu veux un truc avec une IA, c'est un peu comme si tu parlais avec un humain, si la mouche n'a pas de différence. Sois juste précis, dis clairement ce que tu veux. Et il va te donner exactement ce que tu veux. Mais après, toutefois, il faut redire. D'accord. Est-ce qu'il y a des moyens de faire, enfin, là on insiste un peu sur l'IA, on ira sur d'autres choses que tu nous diras, mais est-ce qu'il y a des moyens de fusionner des logiciels d'intelligence artificielle avec d'autres logiciels, par exemple, type Airbnb, par exemple, sur enfin, application sur laquelle on échange avec le locataire avant la prise en charge, après et tout. Est-ce qu'on peut confier cette tâche à une application d'IA? Est-ce que les applications peuvent communiquer entre elles? Ouais, les applications peuvent communiquer, oui, via ce qu'on appelle des API. Aujourd'hui, tu peux voir une API, bon, au sens web, c'est une interface. Donc, c'est une interface, c'est un moyen de communication entre deux applications distinctes. Airbnb peut très bien décider d'intégrer ChatGPT dans son système, hein, ChatGPT ou même sa propre IA. Désolé de te couper, mais je parle vraiment de moi, utilisateur. J'ai des appartements sur Airbnb, mais je ne veux plus discuter parce que ça me prend du temps. Est-ce que je peux... Un agent conversationnel que tu vas développer. Bon, ça, il faudrait que l'application te donne la possibilité de rajouter tes boots. Ça s'appelle des boots. Boot BOT, en fait. C'est des agents conversationnels, donc, qui généralement seront entraînés sur des IA et peuvent répondre. Sur WhatsApp, tu peux rajouter un boot, en fait. Ouais, quand je suis si tu as, comment ça s'appelle, WhatsApp, voilà, professionnel là et tout, tu peux configurer un boot carrément qui répond à tes utilisateurs. C'est parce que l'application a permis ça, en fait. Donc, en gros, un utilisateur vient là, il dit salut. Si, par exemple, tu fais, je sais pas, dans la vente des habits, salut, je suis intéressé par tel habit. Le boot répond. Il dit encore, puis-je vous aider? Il va envoyer les caractéristiques de l'habit. Et le boot peut même aller regarder l'habit. Si l'habit existe dans le catalogue, il lui dit, ah, j'ai trouvé l'habit dans le catalogue, voici le prix actuel.
Donc oui, mais il faut que l'application ait permis ça. Donc si l'application ne te permet pas de rajouter ces agents conversationnels, bah ça sera pas très évident pour toi en fait. Sauf si tu vas potentiellement exporter tes conversations manuellement de Airbnb, les ramener chez ChatGPT, mais ça va nécessiter du travail manuel alors que tu voulais automatiser. D'accord. À part l'IA, tu as quoi d'autre comme... Bon, après l'IA, si je suis dans une business et que le business commence à devenir florissant, ça veut dire qu'en fait, je suis conscient que j'apporte de la vraie valeur aux gens. À ce moment, bah, je peux penser pourquoi pas à une petite application, pas un site web, mais une application web parce que c'est différent. Bon, parce que le site web, tout le monde peut en faire, hein. Le site web, même un enfant de troisième terminale peut faire un site web avec WordPress aujourd'hui, c'est simple, n'est-ce pas? Même toi, tu peux faire un site, hein. Il y a des formations sur WordPress là que tu peux acheter sur Udemy 10 €. Tu me tends la pêche parce que c'était ma première question. Ouais. Aujourd'hui, on peut faire... Oui, tu peux faire un site web facilement, vite fait avec WordPress. Il y a des formations là, Udemy 10 €. Comment monter un site avec WordPress. Tu te formes là-dessus en, je sais pas, un week-end. Et le lundi d'après, tu fais ton site, un beau site, hein. Mais maintenant, une application web, c'est ça qui demande des compétences. Parce qu'une application, c'est un peu comme, par exemple, quand tu es chez Amazon, tu commandes un livre. Ou tu commandes, je sais pas, un meuble télé. Tu vois. Là, ça devient déjà une application. Quand je suis sur LinkedIn, c'est une application web. C'est pas un site web. Bon, à chaque fois déjà que j'ai interagi avec un site, ça devient une application. Donc, du coup, si ton business devient florissant, par exemple, aujourd'hui, tu fais ta vente en ligne de manière informelle, de bouche à oreille. Donc, il y a juste des gens qui mettent sur leur statut et tout. Et demain, tu te rends compte que ça passe, il y a une forte clientèle. Pourquoi pas faire une application? Donc, voilà, là, tu vas digitaliser ton business et ça va faire non seulement plus pro, mais tu auras aussi une meilleure gestion de tes données, quoi. Et aujourd'hui, les données, c'est carrément lors du 21e, lors de notre siècle, en tout cas. Donc, voilà un peu de manière simple, c'est ce que tu peux faire avec. Et on a pris l'exemple tout à l'heure aussi de ce qu'Amazon fait aujourd'hui, qui consiste à mesurer, par exemple, une paire de lunettes avant de l'avoir acheté. Et ça peut s'étendre à beaucoup de choses, hein. Donc, tu peux imaginer, par exemple, dans certains shopping, c'est des choses qui existeront très bientôt, si je suis sûr. Dans des shopping, en fait, il y a des sortes de miroirs, des miroirs qui seront intelligents, qui seront mis dans les coins du shopping. Dès que je me mets devant le miroir, je sélectionne l'habit que je veux acheter, automatiquement, ça me fait mesurer sans que je ne mette l'habit sur moi. En fait, c'est la réalité augmentée dont on parlait tout à l'heure. Donc, je me mets juste devant le miroir, j'ai sélectionné l'habit et ça se superpose au-dessus de moi sur divers angles même. De sorte que je puisse juger pour voir comment ça va sur mon profil gauche, profil droit, en avant et autres et tout. Ça se fait déjà avec les lunettes. Pourquoi pas demain avec les habits de manière entière, en fait. Donc, ça pourra se faire. Bon, je sais pas si ça existe déjà, mais je suis sûr qu'on n'est pas très loin de ça. Le cloud, bon, c'est utile, déjà. Quand j'utilise, par exemple, OneDrive sur mon PC pour sauvegarder mes documents, là, ils sont dans le cloud, en fait. Donc, le cloud va m'aider, par exemple, à ne pas vite saturer ma machine. Aujourd'hui, je crois, les machines de Windows 11, je crois, ça partir de la version 11, c'est bon, là. Ça vient déjà directement, bon, bien sûr, quand tu as pris l'abonnement Microsoft, il te donne 1 Tera sur OneDrive. Bon, si tu as 1 Tera sur OneDrive, il y a de fortes chances que ta machine soit jamais saturée. Parce que 1 Tera, c'est quand même beaucoup. Donc, chaque fois que j'ai des données volumineuses, je mets plutôt dans mon dossier synchronisé pour OneDrive. Chaque fois que j'ai des données, je mets par exemple les vidéos pour qui fait des podcasts et tout. Machine, tu n'aimerais pas peut-être perdre l'historique de tes vidéos en elles-mêmes. Bien qu'elles soient sur YouTube, tu peux peut-être les conserver. Or, les conserver sur ta machine, au bout de peut-être 10 vidéos, explosion. Tu atteins peut-être 200 gigas parce qu'une vidéo, peut-être elle est lourde et tout. Pour éviter ça, allez, dès que la vidéo, elle est disponible, elle est publiée sur WhatsApp, tu l'archives dans le cloud. Dès qu'elle est disponible, tu l'archives dans le cloud. Voilà une utilisation simple que tu peux faire sans être forcément un pro qui code forcément des trucs, quoi. Mais tu t'en sers, ça impacte ton quotidien. D'accord. D'accord. Donc, sur ce thème-là de productivité et efficacité, on a parlé beaucoup de choses, mais ce qui ressort beaucoup plus, ce que moi j'ai retenu beaucoup plus, c'est l'intelligence artificielle. L'IA aujourd'hui, la digitalisation, oui. Bon, pour résumer, on va parler de l'IA, la digitalisation en faisant par exemple des applis pour ton business et aussi, pourquoi pas, bon, les applis, même l'exemple de la réalité augmentée qu'on a pris,
et aussi pourquoi pas le cloud avec le stockage de manière simple, par exemple. D'accord, d'accord. Donc il faut se diriger vers là, il faut pas, faut pas être has-been, voilà, faut s'ouvrir aux nouvelles technologies et puis les implémenter pour nos activités nouvelles. Après, on s'en sert tous parfois sans savoir, hein. Parce que lorsque je mets, par exemple, mon document sur OneDrive ou sur Google Drive, j'ai utilisé le cloud. Mais pour mettre un document sur Google Drive, j'ai pas besoin de ce bac plus 5. Non. Est-ce que le cloud n'aurait pas une autre utilisation? Parce que à un moment donné, j'ai entendu beaucoup de hype dessus. Est-ce que c'est vraiment que du stockage? Non, non, c'est vaste, hein. C'est vraiment vaste, en fait. Bon, tu peux, moi, par exemple, qui suis développeur, au-delà du stockage, je peux héberger mes applications dans le cloud. Donc, ça veut dire quoi, héberger mon application dans le cloud? Ça veut dire, j'ai fini de développer mon application, mais moi-même, je n'ai pas de serveur où je vais mettre mon application pour qu'il soit accessible. Je vais donc chez Amazon, je dis à Amazon que bon, moi, je n'ai pas de serveur, mais toi, tu as des serveurs, en fait. Est-ce que tu peux me louer un serveur que je vais utiliser pour héberger mon application? Amazon va me dire, bien sûr, c'est mon rôle, je suis un commerçant. Et via quelques dollars, bah, mon application devient accessible. En dehors de ça, je peux aussi se servir on peut servir du cloud aussi pour le calcul de haut niveau, le calcul intense, en fait. Aujourd'hui, des gens qui travaillent sur l'IA, on va parler de l'entraînement et tout. Peut-être une petite anecdote. Quand je faisais quatrième année, j'avais un Core i3 à l'époque, 2016. C'était pas très performant. Bon, Core i3, forcément, il faut pas s'attendre à des performances de ouf. En 2016, quand même, c'était pas petit en 2016. Ouais, c'était peut-être pour l'époque là, c'était un peu, ouais, ça coûtait quand même un peu, mais les performances, côté performance, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, ce que je m'amusais à entraîner à ce moment-là les algorithmes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance des visages, la détection et la reconnaissance du visage en fait. Bon, parce qu'en fait, il y a des programmes open source qui existent déjà. Donc, il y a un algorithme par exemple qui s'appelle YOLO. C'est un algorithme déjà existé, déjà entraîné par des chercheurs, dont ils ont fait tout le nécessaire. Maintenant, toi, tu peux prendre cet algorithme-là et tu l'entraînes sur quelques petits visages. Donc, par exemple, j'ai envie d'un module de reconnaissance faciale pour les gens de la maison, si nous sommes 10. Je prends cet algorithme qui est open source. Je l'entraîne sur nos 10 images. Donc, pour chacune des 10 personnes de la maison, je recueille peut-être 10 images de leur visage sur différents angles. Je réentraîne cette IA déjà entraînée et à la fin, il est capable de reconnaître les visages. La reconnaissance faciale tout simplement. Et quand je voulais donc m'amuser à entraîner YOLO, un algorithme justement open source comme ça sur ces quelques images, c'est pratiquement 200 images, l'entraînement ça m'a fait toute une nuit en fait. Donc je lance le programme, oui, je lance le programme à 18 heures, c'est bon, ouais, ça tourne. Le lendemain à 10 heures que le programme finit. Que le programme est apte maintenant à pouvoir sur un flux vidéo à pouvoir identifier que ça c'est Y, ça c'est X, tu vois. C'est un peu ça. Et voilà. Donc maintenant, en gros, si tu as si tu as un espace dans le cloud, par exemple chez Google ou chez Amazon ou chez Azure de Microsoft, tu es pas obligé d'utiliser ton PC physique. Mais si tu vas chez là-bas, tu prends un serveur de calcul avec de belles performances de calcul, principalement des serveurs qui ont des GPU, et en quelques minutes, hein. Et parce que c'est ce que j'avais fait finalement, j'avais bénéficié bon, c'était un petit programme là à l'époque qu'on faisait, j'avais bénéficié de quelques espaces de calcul sur Google Colab. Google Colab, en fait, c'est un service de Google qui, lui, te met à disposition des machines pour les calculs de haute performance comme ça. J'avais bénéficié de, je crois que c'était 10 heures de calcul. Et le même code qui m'avait pris presque 24 heures, j'ai fait tourner ça sur les serveurs de Google en 30 minutes. Le même code, 30 minutes, c'était prêt à être appliqué sur mon flux vidéo. Donc, voilà, le cloud, aujourd'hui, son outil est vraiment divers. Oui, je crois que c'était il y avait une polémique au Cameroun sur les ordinateurs offerts aux étudiants qui avaient 32 gigas parce que voilà. SSD. Voilà, bon. En fait, c'est quoi? C'est que, dans l'idée, Ne me dis pas que tu seras d'accord. non, je suis pas d'accord. Non, je ne défends pas. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je peux comprendre leur idée qui était de se dire que même si les ordinateurs en eux-mêmes auront une capacité de 32 gigas, ils vont offrir des espaces cloud de 1 Tera aux étudiants pour que les étudiants puissent sauvegarder leurs données plutôt dans le cloud au lieu que ce soit dans les machines.
je crois, je ne suis pas dans une posture de défense de quiconque que ce soit, mais je crois que peut-être c'est ce qu'il aurait dû dire, ou c'est ce qu'il voulait dire. Pas dire que 32 égale à 500. Je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Je pense qu'il voulait expliquer juste que, au-delà du support physique de 32 gigas, il y a un espace cloud de peut-être 1 Tera qui vont allouer à chaque étudiant. Bon, on n'en a jamais eu. Moi, j'ai pas eu cet espace cloud. Et j'ai fait partie de ceux qui ont cet ordinateur à l'époque là. Donc, je pense que ce qu'ils voulaient dire en tout cas, qu'ils ont donné des espaces et les étudiants pourraient utiliser cet espace pour ne pas saturer leur machine, quoi. Mais n'étant pas de domaine, ils n'ont pas juste su s'exprimer. D'accord. Donc pour le coup, là, on est sur un réel gain de productivité parce que si en utilisant le cloud, tu peux transformer un calcul de 10 heures de temps en un calcul de 30 minutes carrément. Ouais. Et là, pour le coup, c'est énorme. C'est énorme. Parce que l'expérimentation en IA, c'est ça qui prend le plus de temps. Et si tu n'as pas une bonne machine pour expérimenter, c'est compliqué. Parce qu'imagine si je dois entraîner de 18 à 10 heures comme ça un algorithme. Et le lendemain à 10 heures, je me rends compte que j'avais oublié telle chose. Je dois encore attendre le même machin. Après, je me rends compte que non, j'ai encore omis quelque chose. Ça décourage. Même si tu es patient, comment tu vas te décourager? Tu vois, alors qu'avec une bonne machine bien configurée, ouais, ça va. D'accord. Est-ce que vous ne souffrez pas un petit peu de l'imposture dans votre domaine? Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution, je crois que la tendance est à mettre la technologie à la disposition de tous. Tu as dit tout à l'heure qu'un novice de 3e, 4e pouvait faire son site internet. C'est un métier, donc si quelqu'un de 4e peut le faire, pourtant il n'a même pas encore le baccalauréat, c'est un peu déroutant. Donc est-ce que vous ne souffrez pas d'imposture de gens qui vous prennent un petit peu votre métier comme ça? C'est une bonne question. Est-ce que c'est des débats que vous avez chez vous? Oui, c'est toujours un débat en fait, parce qu'on en souffre tellement aujourd'hui, surtout en France. Surtout en France. Pourquoi surtout en France? Parce que en France, il y a une pléthore de ce qu'on appelle des bootcamps. Et les bootcamps, c'est quoi? C'est des formations accélérées dans n'importe quel domaine, des formations accélérées qui ont pour but qui prétendent, voilà, il faut que je dise les bons mots, des formations accélérées qui prétendent donner la compétence, parfois en 3 mois, des compétences que les gens ont mis des années à acquérir, ils prétendent donner ça en 3 ans. Bon, je sais pas trop comment ils comptent le faire. Moi, j'en ai organisé aussi des bootcamps dans le passé, mais je ne prétendais pas donner toute la connaissance. Je prétendais juste renforcer les connaissances des experts. Mais aujourd'hui, carrément, tu as des gens qui prétendent en 3 mois faire de toi un développeur, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est pas du tout possible, ce n'est pas du tout envisageable. Et maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est quoi? C'est que je peux faire un site web. Si je peux faire un site web qui me permet d'acheter des beignets pour déjeuner, c'est pas mauvais dans le fond, c'est fondamentalement pas mauvais, c'est même à encourager. Ça fait en sorte que l'étudiant quand même peut avoir une certaine autonomie avant la fin de ses études. Mais par contre, nous prétendre être un professionnel du domaine, ça c'est trop dit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, surtout si on reste dans le contexte de la France avec ce qu'on appelle les reconversions professionnelles, beaucoup de gens après pendant la période de post-Covid, beaucoup de gens se sont entre guillemets dit que l'IT payait. Il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles. Et maintenant, quand il y a donc beaucoup de reconversions professionnelles, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que il y aura beaucoup de juniors sur le marché. Bon, ok, jusque là, ça va. L'effet post-Covid a entraîné un boom des applications, tout a été digitalisé, du coup, les entreprises recrutent activement. Voilà. Maintenant, 2 ans après l'illusion tombe, on se rend compte qu'on avait trop recruté. Il faut licencier. Les entreprises commencent à licencier en masse, en fait. Maintenant, toi qui es sorti d'un bootcamp de 3 mois ou de 6 mois, je sais pas combien de temps là, où on t'a promis de développer, tu avais quand même profité de la HIP, tu t'es retrouvé ton premier boulot. Comment tu fais après pour rebondir? C'est compliqué. Et les entreprises dont aussi se sont rendues compte pendant cette période post-Covid là que plusieurs des profils qui recrutaient n'étaient pas à la hauteur. Du coup, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que ça a un peu fermé la porte aux juniors. C'est compliqué pour les juniors maintenant de trouver leur premier boulot. Parce que quand tu arrives là-dessus, junior, bon, on a beaucoup d'appréhension, en fait. Bon, il y a des juniors quand même qui viennent des grandes écoles d'ingénieurs. Bon, un junior, par exemple, qui vient de Polytech Paris ou de Polytechnique, Nice, c'est pas pareil. Quand même qu'un junior qui sort d'un bootcamp de 8 mois, tu vois. Si tu viens quand même des grandes écoles, tu peux avoir la chance de tomber sur une entreprise quand même qui donne la chance aux juniors. Il y en a, hein, mais elles sont très, Mais comment ça se fait qu'elle soit aussi peu? Pourtant, un ingénieur doit bien commencer quelque part. Je crois que c'est un débat éternel. On a eu plusieurs, d'ailleurs, sur la chaîne, des gens qui sortent d'école, mais à qui on demande 5 ans d'expérience. Ils les prennent au CC. Les entreprises ne veulent pas former, en fait, parce que la formation, entre guillemets, pour elles, leur coûte cher. Elles ne veulent pas, elles préfèrent des gens qui seront déjà opérationnels, des gens à qui on va pas prendre le boulot. Donc, il arrive déjà là, l'opération, il fait gagner des sous. Elles ne se voient pas dans le long terme, tu vois.
Mais c'est quand même un peu à y réfléchir, un calcul pas très stratégique parce que, au final, demain, ces experts iront tous en retraite ou peut-être vont changer de domaine. Et si on n'a pas formé, il n'y aura pas la relève, hein. Vous allez se obligé dans le final de faire avec ces juniors que vous avez rejetés. Et malheureusement, ces juniors n'auront, le fait qu'ils n'ont pas eu par le passé la chance de faire leurs preuves, ils vont venir au produit de la merde, quoi. Donc, pour revenir à la question de base, c'était, il y a vraiment un problème d'imposture ces derniers temps dans le domaine du logiciel. Moi-même, je ne peux pas encore avoir la prétention de d'être un expert haut niveau dans le domaine du génie logiciel parce que c'est un domaine hautement exigeant, c'est un domaine hautement créatif en fait. Je parle de l'ingénierie logicielle au sens plus du terme. Oui, moi je suis sur le chemin, je développe ma petite expertise au quotidien et j'essaie de partager via mes canaux et tout ce que j'apprends, mais prétendre déjà à mon niveau à la haute expertise, pas encore. Et moi, j'ai quand même aujourd'hui, Dieu seul sait, contribué à beaucoup de projets. J'ai quand même une expérience que j'aime aujourd'hui avérée. Bon, c'est pas pour me vanter, mais c'est un fait, en fait. Donc, j'imagine alors, pour moi, je ne me considère pas encore comme avoir atteint le sommet de ce qu'il faut atteindre. Et j'imagine pour quelqu'un qui sort d'un bout comme on lui a promis être un expert en 8 mois, tu vois, c'est pas Oui, possible, en il y a un fait. déphasage énorme. Il aura tellement de lacunes, surtout si à la base même, il n'y a pas de, il y a pas de prédisposition solide. Tu vois, surtout si à la base, il n'y a pas de, parce que quelqu'un qui a fait, je sais pas, par exemple, électricité ou mécanique, tu vois, il a quand même un background bac plus 1. Lui, il peut, un peu, s'en sortir, même s'il a fait une reconversion. La raison est simple, c'est que lui, il a appris à avoir une vision système. Tu vois, lui, il pense sur le système. Mais quelqu'un qui, lui, vient d'un contexte un peu différent, qui n'a vraiment rien à voir. On a vu, par exemple, des plombiers qui sont reconvertis. J'ai rien contre la plomberie, hein. Mais c'est juste que, c'est même des métiers que je respecte parce que je trouve qu'en Europe, c'est ça qui donne de l'argent. Il faut pas se mentir. Toi qui es assis derrière le bureau, tu n'as pas autant d'argent qu'un plombier, hein. Ça, c'est la réalité que j'ai vue ici. Mais maintenant, sauf que, il n'aura pas vraiment cette prédisposition, sauf s'il travaille beaucoup. Tu vois, que quelqu'un qui a une vision système. Un ingénieur, par exemple, un ingénieur électrique à la base, lui, il a l'habitude à appréhender le système. Lui, il voit les choses de manière entrée-sortie, donc input-output. Et c'est ça le genre du logiciel. Donc, il sait à peu près comment raisonner, comment structurer une pensée. Et ça, c'est très important. Parce que ça va peut-être, c'est qu'on revient là-dessus, c'est quoi? C'est que développer des sites web, c'est pas l'ingénierie logicielle, hein. Développer des sites web, tout le monde peut en faire. L'ingénierie logicielle, c'est autre chose. On parle là d'ingénierie logicielle alors qu'on est dans des applications web. C'est là où ça devient complexe, en fait. Donc, voilà. Sinon, tu auras un logiciel, ça sera un merdique. Et au final, non seulement tu vas perdre de l'argent, perdre de l'argent à tes utilisateurs. Imagine si tu vas sur ton application bancaire, là, et tu te rends compte que, par exemple, tu as fait un virement de 100 euros à quelqu'un, mais le logiciel t'a coupé 500 euros. Et tu peux devenir fou. Tu vois, sinon, mais écoute, c'est quoi cette histoire, tu vois? Donc, ça peut être très dangereux, les erreurs, par exemple, des applications critiques, où imagine, tu es dans un avion et un logiciel qui a été mal codé, mal testé, en fait, fait une crise là. C'est la vie de beaucoup de gens qui est en jeu quand même. Donc, c'est pourquoi à un moment donné, l'ingénierie logicielle, ça demande une expertise très pointue, en fait. Pointu. Bon, pour revenir, peut-être, c'est pas le sujet du jour, mais sur la question du recrutement des juniors, est-ce que ça serait pas qu'à un moment donné, enfin, aujourd'hui, la jeunesse est devenue trop volatile. C'est-à-dire, les entreprises, c'est pas qu'elles ne veulent pas former, mais elles ne veulent plus former pour rien. Parce qu'avant, tu avais des jeunes qui entraient dans des entreprises, qui faisaient un certain nombre d'années, voire toute leur carrière professionnelle avant de partir. Et aujourd'hui, avec la multitude d'opportunités qui se présentent, un jeune fait telle chose aujourd'hui, demain il fait autre chose. Un jeune est dans telle entreprise aujourd'hui, demain une entreprise lui propose un petit peu mieux en termes de rémunération. Donc, il est enclin à partir plus facilement. Est-ce que c'est pas l'une des raisons, tout au moins? Ok. Bon. Est-ce que c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé une meilleure opportunité et je suis parti que ça veut dire, en fait, que on ne va pas donner la chance aux juniors? Je ne verrais pas trop la corrélation. Je verrais pas vraiment trop la corrélation parce que il y a certains qui ont la bougeotte, hein, mais d'autres restent aussi. Tu vois, il y a d'autres il y a des carriéristes toujours, hein. Mais si quelqu'un n'est pas carriériste, même après 10 ans d'expérience, ce sera compliqué pour lui. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on parle du freelancing et tout.
C'est un mode, en fait, qui va, et là, ça me permet même de revenir sur un truc, c'est quoi? C'est que les entreprises doivent pouvoir s'adapter à leur temps. Les entreprises doivent pouvoir s'adapter à leur temps. Ce n'est plus, le monde d'aujourd'hui n'est plus comme le monde d'hier, tu vois, où nos papas c'était des carriéristes. Tu vois, en fait, quand il finit l'école, il va trouver son boulot, lui, il va faire sa petite vie, là-bas tranquille, il fait les 30 ans de carrière et tout. Mais les jeunes, c'est plus ce mindset. Les entreprises doivent intégrer ça. Les jeunes aujourd'hui rêvent de plus de liberté, en fait. Les jeunes sont plus audacieux qu'hier. Bon. Est-ce que c'est le contexte qui favorise? Je dirais oui. Aujourd'hui, quand il y a un contexte de mondialisation plus poussé, on a les réseaux sociaux, on a Internet, tout le monde aspire à une certaine liberté, en fait. Donc, du coup, voir des carriéristes encore aujourd'hui, c'est compliqué. Et il y a, pour ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, par exemple, il y a une forte tendance au freelancing. Donc, ce qui fait en sorte que ça, ça commence encore, mais d'ici 5 ans, c'est-à-dire, moi, je pense que d'ici 2030, il y aura pratiquement, bon, ça, c'est mes chiffres propres à moi et ça n'engage que moi. Mais moi, je pense que d'ici 2030, on aura au moins 50% de professionnels qui seront en freelancing. Ça veut dire qu'ils seront à leur compte. Et du coup, cette notion de carrière, en fait, ça n'existera pas. Tu vois un peu? On revient sur l'éternel débat du salariat aujourd'hui, Voilà. cette option professionnelle. Est-ce que il faut rester toujours en CDI parce que soi-disant la sécurité de l'emploi, ou alors est-ce qu'il faut être audacieux et se dire que bah on va prendre les choses en main et passer par exemple au freelancing? Ça reste un débat, chacun ses goûts, chacun ses choix, mais le véritable problème, hein, je n'aurais pas la prétention d'avoir la science infuse, mais pour moi en tout cas, le souci du fait que les entreprises ne veulent pas travailler avec les juniors, c'est principalement dû au fait que ils ne veulent pas former, en fait. Parce que la formation, ça leur coûte cher. Tu vois, parce que quand tu recrutes un junior, ça veut dire quand même, ça signifie quand même qu'il faut un senior qui va passer du temps pour s'en monter en compétences, pour l'apprendre le métier en quelque sorte. Et pendant ce temps que ce senior le fait, il n'avance pas sur les tâches de l'entreprise. Or, si on n'avance pas sur les tâches de l'entreprise, ça veut dire qu'il y a une baisse de productivité. Les entreprises, elles, surtout dans un contexte capitaliste. Par contre, on va pas juger ces entreprises, hein, parce que le contexte aujourd'hui est devenu hautement capitaliste. Et du coup, bah, on n'a pas le temps à perdre, quoi. Il faut produire plus parce que le concurrent, lui, ne dort pas, il n'attend pas. Donc, dans ce contexte, tu vois que ça devient un peu compliqué pour les juniors. Mais par contre, les juniors peuvent inverser la donne, la tendance pour s'en sortir. Ce que les juniors peuvent faire, c'est ne pas se positionner en posture de demandeur, mais se positionner comme des acteurs. Moi, comment je fais pour avoir ma première opportunité et tout? Moi, mon premier job par lequel je commence, c'était un job pour senior, hein. J'ai pas commencé par un job pour junior, hein. J'ai travaillé mon premier vrai job, bon, en entreprise, parce qu'avant, je faisais des trucs freelance. Le premier vrai job en entreprise, je travaillais c'était une plateforme pour le MINFI, le ministère des Finances du Cameroun. On a travaillé sur le système d'agrégation des moyens de paiement SIAMPay. C'est une application en ligne pour le MINFI. Si tu tapes siampay.cm, syampe.cm, avec le but de l'application, c'est de payer les recettes douanières, des impôts et même les recettes non fiscales en ligne. Donc, on a introduit plusieurs moyens de paiement, Afriline, Orange et autres machins et tout. Bah, c'était pas un poste pour junior normalement. Mais moi, je débutais encore, j'avais à peine déjà 2 ans d'expérience. Moi, on m'a plus sur ce projet. C'est même parce que quand je suis arrivé le jour de l'entretien, comment j'ai fait? Je ne suis pas arrivé dans le jour de l'entretien devant le recruteur avec un esprit de quelqu'un qui vient demander, dit prenez-moi s'il vous plaît. Non, quand j'arrive là-bas, le mec, c'est un gars là-bas très expérimenté, pour qui j'avais beaucoup de respect, avant et tout. Lui, on commence, je me dis, présente-toi. Moi, je lui dis que bon, ok, pourquoi je me présente? Est-ce que tu peux me donner ton laptop? Il me tourne son laptop. J'entre d'abord l'un des liens des sites que j'ai réalisés. Il regarde. Il voit le site est propre, c'est bien structuré, l'information est organisée. Après, je lui dis, c'est bon. Je dis, j'ouvre l'autre ligne, il regarde. Ça change la donne de la conversation. Donc, depuis là, dans les questions de bas niveau, on parlait maintenant de trucs sérieux. Sur des trucs sérieux autant pour moi. Donc, depuis là que la version de Java, non, ça ne servait plus à rien parce qu'il a vu déjà ce que tu as fait. Tu vois, là, maintenant, il te parle des problèmes sérieux. Il m'expliquait plutôt maintenant ses contraintes, il m'expliquait ses thématiques. Là, il t'explique vraiment la mission. Voilà. Et là, je réagis, ça me permet de comprendre avant d'être recruté. Et quand je me lève pour partir, c'est déjà que je suis recruté. Tu vois. Donc, c'est comme ça. C'est ce que la jeunesse doit faire, en fait. Pas juste, parce qu'aujourd'hui, je vois ça chez beaucoup d'étudiants, même ici en Europe et tout. Quand ils finissent les études, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester à la maison. Et quand ils restent à la maison, ils dorment tous les jours. Il se lève, il va faire le sport pour ceux qui font le sport. Et après, s'il y a la bouffe, il va bouffer.
Et il est sur LinkedIn le soir, il dit qu'il n'a pas le travail. Il dit qu'il a postulé à 200 Ouais, offres. c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as monté? Si tu dis que tu es mécanicien, tu es spécialisé, je sais pas, dans le calcul de structure, quelles sont les petites simulations que tu as faites pour étayer ton portfolio, en fait? Si tu dis que tu es électricien, je sais pas, tu es un spécialiste ou du bâtiment et tout, est-ce que tu nous as proposé des bons plans, des trucs en 3D beaux, jolis, réalisés par toi avant qu'on t'a pas recruté? C'est ça. Il y a des jeunes là que je vois sur LinkedIn, là, c'est des Congolais et tout. Eux, les petits là, ils ont une forte visibilité aujourd'hui. Et ça, crois-moi, c'est pas des gens qui peuvent chômer ça, en fait. Ils sont au Congo, hein. Ce qu'ils font, c'est quoi? Tu vois, l'un d'eux, en fait, ils se sont lancés un challenge, en fait, l'un d'eux lance le challenge et ses amis suivent. Ils disent qu'ils reproduisent tout Windows 11 en codant, en JavaScript, le technologie du web, en fait, HTML, CSS, JavaScript. Et c'est vraiment beau. Donc, quand le gars fait la démo, te présente son Windows 11, fait avec le du web, HTML, CSS, JavaScript, tu crois vraiment que c'est Windows 11. Soit avec vraiment les effets là, quand tu pointes sur la barre du bas, il y a cette sorte de pop-up qui sort avec les apps. Il a reproduit ça, en fait. Les étudiants en troisième année, quatrième année, en fait. C'est des petits trucs qui risquent font dans leur chambre. Ils sont vraiment appréciés. Tu vois qu'avec ça, il faut pas le recruter comment? Moi, j'ai mon entreprise, j'ai besoin d'un designer, je le recrute. Il est bon. Tu vois? Il est bon, il connaît le travail. Tu n'as pas besoin de tourner avec lui, en fait. Tu vois, le problème, c'est ça. Maintenant, l'autre va rester dans sa chambre. Il va dire que bon, il a postulé sur LinkedIn, il n'a pas de travail. Il grondait sa mère à la maison tous les jours. Que sa mère donne de l'argent pour qu'il a mangé. Tu vois, il y a aussi des mentalités de la jeunesse aussi. D'accord, d'accord. Et pour ça, tu ne fais pas que parler parce que tu as, comme j'ai dit, partie 1, je vous invite à aller regarder pour ceux qui n'ont pas vu, un gros aspect formation également qui t'entoure. Et une casquette entrepreneur aussi, notamment en Afrique. Donc, j'espère qu'on aura la chance de t'avoir pour notre podcast sur la chaîne pour en parler plus amplement parce que là, on a évoqué des sujets vraiment précis. Donc, j'ai envie d'en parler aujourd'hui, mais c'est pas le lieu. Donc, voilà, on pourra l'évoquer dans notre podcast. Donc, on arrive au terme de celui-ci, il tire à sa fin. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs, Yvan? Ok, un mot de la fin, c'est investissez en vous. Voilà, il y a pas la meilleure richesse, c'est nous-mêmes, la meilleure richesse, c'est le cerveau. J'aime bien cette petite anecdote de Melinda Gates, la femme de Bill Gates. Un journaliste américain lui a posé la question de savoir comment est-ce que son mari et elle, ils font pour toujours rester au top, pour toujours être au sommet de la gloire. Et elle a répondu au journaliste, nous investissons sur ce qu'il y a de plus important. Et le journaliste lui a demandé qu'est-ce qu'il y a de plus important. Elle a dit les cerveaux. Donc c'est comme pour dire, ils sont toujours en train de se former, ils sont toujours en train de lire des trucs, l'apprentissage continue parce que on ne sait jamais assez, il y a toujours à apprendre. Et c'est simplement de cette façon, en fait, en faisant la question chaque jour de nouvelles connaissances, en explorant de nouveaux horizons, c'est pas de cette manière, en fait, que on peut étoffer son background intellectuel et décrocher des opportunités, même parfois insoupçonnées. Donc, voilà, La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. D'accord. c'est Socrate. Socrate, je crois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Yvon? Bon, je ne sais pas. Mais moi, je vous souhaite de bons vents. C'est bien, moi, j'encourage les initiatives, voilà, toute initiative dans la diaspora qui tend à vulgariser, à partager avec les autres. On n'a pas la prétention, lorsqu'on vient ici, de tout connaître. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Mais à chaque fois que c'est possible de partager avec les autres, on le fait, voilà, avec toute la modestie et la courtoisie possible, quoi. Donc, je suis venu principalement à ce titre. Nous aussi, on est engagé un peu dans ce genre d'initiative, promouvoir la diaspora africaine, Afrique subsaharienne et camerounaise en particulier, afin de montrer que nous aussi, quand même, on a droit au chapitre, on a notre mot à dire. Donc, bon vent à vous et vraiment beaucoup de courage. Surtout, merci pour l'invitation. Bien dit. C'est nous qui te remercions d'avoir trouvé le temps de passer sur la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Donc, on arrive au terme. Merci à ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Je répète, il y a une partie 1 qui avait été publiée, donc allez regarder également. C'est là. Donc, d'ici là, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Portez-vous bien. Salut. Salut.